Est-ce que si je vous parle de bore-out, ça vous dit quelque chose ? Non, bore-out, pas burn-out. Vous savez, l'épuisement professionnel provoqué par l'ennui et une sous-charge de travail. Je sais, difficile à première vue de corréler épuisement et ennui, mais c'est pourtant bien le cas. J'ai longtemps ignoré ce qu'était le bore-out. Après avoir été diplômée en master à l'université, je me suis retrouvée sans transition dans un bureau haussmannien à devoir servir des cafés à un directeur complètement assisté. À faire des heures supplémentaires sans avoir aucune tâche à réaliser et à attendre patiemment sur une chaise que les journées passent. J'admets que c'est un résumé un peu rapide, mais c'est la première chose qui me revient en tête quand je repense à ma première expérience professionnelle après les études. J'observe que nous pouvons avoir des idées stéréotypées de ce qu'est le bore-out au travail. On peut penser à quelqu'un de fainéant qui n'aime pas travailler, qui travaille mal ou qui n'est pas compétent, soit à quelqu'un qui a de la chance de ne pas être surchargé par le travail et qui donc n'est pas légitime à se plaindre. À partir du moment où l'on souffre de cette situation, c'est qu'elle n'est pas forcément choisie par la personne. Elle est en réalité plutôt subie. Ce n'est pas un choix délibéré par paresse, mais bien la conséquence d'un environnement mal adapté aux salariés. D'après la sociologue Sabine Bataille, le bore-out prend naissance dans un décalage chronique entre le temps de présence au travail et le faible volume d'activités réalisées dans ce même temps. J'ai pu constater dans les témoignages qui vont suivre et par mon expérience personnelle que les causes du bore-out sont multiples. Des horaires non aménagés qui laissent le salarié dans la vacuité dans une situation de présentéisme inutile, là où la performance, finir tard, faire des heures sup sont des éléments très valorisés dans le monde du travail en France. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. La honte se fait ressentir lorsque l'individu associe le manque de travail donné par son employeur à ses capacités intellectuelles, ses compétences, sa volonté et son ambition. Tous ces termes qui sont généralement extrêmement mis en valeur dans le monde du travail. Puis, il y a la monotonie, quand le travail est présent mais trop répétitif. On ne voit aucun changement venir, les jours passent et se ressemblent. On parle alors de paralysie motivationnelle. Le salarié ressent que son potentiel n'est pas utilisé. Alors viennent ces questions. À quoi je sers ? Quel est le sens de ma vie ? La perception de soi se dégrade et le bore-out est tabou. On n'en parle pas par peur du regard des autres face à ce qu'on vit, car le travail a une place sacrée dans nos sociétés. L'identité professionnelle est parfois plus mise en avant que l'identité personnelle, lors des interactions sociales. On entend souvent « que fais-tu dans la vie ?» avant « qui es-tu ? Qu'aimes-tu faire ?» Moi, j'ai pas une idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier. Moi, je ne veux vraiment pas ce que je pourrais faire, mais je sais que dans les bureaux, ça m'intéresse pas. On peut voir apparaître chez les personnes en bore-out un sentiment de culpabilité et le syndrome de l'imposteur, car le salarié continue de percevoir un salaire malgré la sous-charge de travail. Là où l'expression « tout travail mérite salaire » entre en contradiction. C'est un sentiment d'enfreindre une norme morale. C'est travailler plus pour gagner plus, pas pour gagner moins. La jonction entre bore-out et bullshit job, ces métiers à la con en français, peut être faite. En effet, les bullshit jobs ont été créés à hauteur que la mondialisation et la société de consommation ont évolué. Product owner, chef de projet, consultant, community manager, etc. Ces métiers généralement avec un nom anglais et qui requièrent un haut niveau d'études n'échappent pas au fléau du bore-out. C'est donc bien longtemps après avoir quitté ce travail que je me décide enfin à aborder le sujet. C'est pour cela que j'ai recueilli les témoignages de 3 personnes ayant connu l'ennui au travail. Je m'appelle Jean, je suis un jeune homme de 28 ans du sud-ouest de la France. Je suis actuellement dirigeant d'une société que j'ai fondée. Je suis issu des canaux traditionnels de ce qu'on appellerait la voie royale des études, avec des classes préparatoires, haute école de commerce. Et ce que j'aime faire dans la vie, créer des trucs et m'offrir des espaces d'expression et les partager avec des gens, quoi. En fait, c'est un non-choix qui m'a mené à faire un bore-out. Ce non-choix, il vient du fait que le moment où je dois rentrer sur le marché du travail, on est en confinement. Un concours de circonstances a fait que j'avais fait des stages dans une entreprise avant et que la manager de ce stage-là démissionnait pendant mon Master 2. Et à ce moment-là, on me propose un CDI instantanément dans un poste assez inespéré
Oui, inespéré pour quelqu'un de mon âge, objectivement. Et surtout immédiat dans un contexte où tout était hyper mouvant, quoi. Enfin, on savait pas à quelle sauce on allait être mangé, on savait pas pendant combien de temps on allait être en confinement. Et donc là, on me pose un CDI sous les yeux, en fait. Donc j'accepte ce travail. Avec le recul, je vois qu'il y a des gens dans mon entourage qui tirent la sonnette d'alarme. Eux et moi, l'anticipions comme quelque chose qui allait être extrêmement demandant, extrêmement dur en termes d'horaire, extrêmement dur en termes de responsabilité, etc. Mais ça n'a pas tout à fait été le cas, ou en tout cas, c'est pas un burn-out. Ça me permet de définir ce que je vois, moi, comme un burn-out, c'est de se dire, on a de très grandes attentes par rapport à l'impact qu'on peut avoir, parce qu'on nous le vend comme ça. Pour moi, le bore-out, il vient de la dissonance entre ce qu'on nous vend et effectivement l'impact qu'on a, qui est absolument catastrophique selon moi. Et ce que j'ai remarqué là, c'est que du coup, j'avais sauté un certain nombre d'étapes. Je suis pas du tout rentré là où je devais rentrer, quoi. C'était dans un poste assez junior. Là, c'était un poste où mes pairs avaient à peu près 50 ans, en fait, et tous 25 ans d'industrie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, là, à ces niveaux-là, mais on fait rien en fait. On n'a pas d'impact. On prend une décision tous les 3 ans. Vis-à-vis de ce travail et du travail en général, moi j'avais des attentes sur l'accomplissement. Je pense que à cette époque-là, et alors c'est marrant parce que le bore-out a changé ça en moi. Pour moi, le travail était un vecteur d'accomplissement. Trouver ce que les Japonais appellent l'ikigai, donc l'exact milieu entre ce dans quoi on est bon, ce qui nous apporte de la reconnaissance, ce qui nous paie, et ce qu'on aime faire. Initialement, j'étais quand même étudiant en médecine, et pour travailler dans ce secteur particulier, je ne l'ai pas cité, mais c'est le secteur du jeu vidéo, je suis parti en classe préparatoire, j'ai fait une école, donc en fait c'est un engagement de 6 ans, c'est une reconversion, un engagement de 6 ans en me disant, l'ikigai, cet équilibre-là, il est dans ce métier-là, pour dire les espoirs que je mettais là-dedans. À cette époque-là, je ne voyais pas du tout le travail dans le sens trépalium, quoi, dans le sens la douleur, tout ça, et j'avais cette approche très naïf on fait ça pour le bien du consommateur. Le slogan de cette entreprise, bon maintenant elle est plus anonymisée, mais c'est serious about fun, et j'aimais beaucoup cette idée qu'on était très compétent, mais pour faire des choses qui divertissent les gens, en fait. J'étais analyste de données financières, business analyst, le terme générique. En fait, j'aurais pu le faire avec des lave-linges. Ces postes-là, c'est des postes assez fusibles, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des postes, on en prend 5, on se dit que ces 5 ils vont fournir une analyse, la même en même temps, et en fait celui qui aura, sur 5 il y en a forcément un qui a raison, un qui a tort, hein. Il y en aura un qui a raison et on ne va pas féliciter son travail, et par contre celui qui a tort il va sauter. En fait il y a une vacuité totale, c'est-à-dire qu'on rend une analyse qui ne rend rien d'actionnable. On est dans un contexte très très corporate, dans une boîte qui est appelée à double contrainte, c'est-à-dire un discours extrêmement ouvert, progressiste, avec des actions qui ne le sont pas, c'est-à-dire les horaires sont flexibles, t'inquiète, mais en fait, tu te fais mal regarder si t'arrives à 9h30. Dans n'importe quel travail, même un travail dans lequel on peut s'ennuyer à terme, il y a une plasticité cérébrale à avoir de comprendre tous les sujets, etc. Et ça, pour moi, ça prend 1 mois et demi, 2 mois dans ce taf. Et en fait, ce qui m'a coûté cher, entre guillemets, c'est d'être brutalement honnête avec moi-même. En fait, ce que je fais là, et le data analyst avec lequel je travaille, qui me fait de l'extrait de données, etc. En fait, ça, moi, je peux l'automatiser avec un script Python. Et je me replonge un peu dans le code et tout, et je commence à automatiser mon travail. C'est là que je me rends compte de la vacuité du travail. C'est que je me dis, mais on paie des mecs comme moi, c'est quand même des tafs qui ont une haute valeur perçue pour la société, et donc un niveau de salaire qui est en conséquence. Et en fait, je me dis, mais on paie des mecs comme moi, alors que là, en 1 semaine, j'ai scripté mon travail. Ce que ma manager que j'ai remplacée faisait en 1 semaine, j'appuie sur un bouton, ça le fait en 15 minutes. Je commence à faire ça, et je me dis, waouh, j'ai quand même beaucoup de temps libre. Et du coup, à partir de ce temps libre, j'essaie de faire des choses, dire, je peux faire ça, et je peux faire ça, machin. Et là, je vois très vite une barrière. Non, mais mec, va pas sur les plates-bandes des autres. Genre, là, on est tous contingentés, en fait. Si un mec veut faire plus, il va prendre plus de place. Sauf que le jour où il part, ça veut dire qu'il y a un plus gros trou. On pouvait pas me permettre de faire ça. Du coup, je vais faire du squash et de l'escalade, quoi. Je rentre dans le cercle vicieux donc j'ai scripté mon travail. Du coup, j'ai du temps libre. Du coup, je m'ennuie de ouf. Aucune impression d'être utile. Du coup, ennui total, parce qu'en fait, moi, j'étais là, voilà, le taf est fait. Je peux faire semblant d'être à mon bureau, hein. Mais du coup, comme j'étais autorisé au télétravail, je restais chez moi. Quand on est chez soi, qu'on est censé être à travailler, du coup, on s'autorise pas trop d'aller ailleurs. Du coup, on fait juste rien dans un canapé. Mais j'ai vu la pente vraiment que je prenais, où juste plus rien ne m'animait, quoi. Et ça, c'est un taf, encore une fois, je le dis, ça va faire mal, hein. C'est une blessure à l'ego de l'humain, hein. Mais c'est des tafs qui sont à haute responsabilité, à théorique haute valeur ajoutée, parce que la quantité de travail peut être énorme si on se pose pas la question de l'utilité de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est des tafs où en fait, dans un modèle très corporate, très descendant, il y a une corrélation directe entre le salaire de quelqu'un et le nombre de personnes qu'il manage. Chaque mec qui veut être plus payé se bat pour avoir plus de personnes en dessous, mais il faut bien les occuper.
Et du coup, on leur donne des doublons de tâches. Franchement, c'est ce que j'appelais dans mon ancienne boîte la destruction de valeur. C'est que des fois, quand tu te baladais un peu dans les services, tu te rendais compte qu'on faisait la même chose 5 fois d'affilée. C'est juste qu'en fait, il faut les occuper, ces gens-là. Parce que la problématique, ça n'est plus d'être rentable quand t'as des boîtes aussi grosses. C'est juste, il y a des mecs qui veulent monter. Et pour monter, il doit y avoir des gens en dessous. Sauf que ces gens en dessous, pour que ce soit légitime qu'ils les aient, il faut qu'ils leur donnent des trucs à faire. Et du coup, ils vont les charger, quoi. Là où moi, j'acceptais pas. J'étais là en mode, juste, je vais pas le faire ton truc. Parce que là, il y a un mec à côté qui le fait. Quand on accepte de le faire, sans se rendre compte qu'autour, il y a ça, ou alors sans oser dire non, on peut être surchargé. Moi, dans mon taf, la personne qui avait avant était surchargée. Genre, elle t'a fait le samedi et tout, genre un truc de malade, quoi. Pour contenter son manager qui pouvait dire, j'ai telle personne qui sort de telle grande école, qui a travaillé 50 heures par semaine cette année. Après, le contenu de ces 50 heures, ça, on regardera pas. Du coup, augmentez-moi, parce que, attendez, j'ai fait un service qui fait travailler des gens très talentueux. C'est juste qu'il y a eu un emballement où à un moment, on a laissé une forme de middle management s'installer. Mais quand un middle manager, il doit pérenniser une situation, et le chemin le plus rapide d'y arriver, c'est pas de faire du bon travail, c'est d'avoir plus de personnes en dessous de moi. Il va voir les RH négocier plus de personnes en dessous de lui. Et en fait, ça fait des services qui grossissent. Là où les fonctions RH à ce moment-là, et moi je les plains parce que en fait, elles n'ont pas une connaissance métier énorme, et du coup, leur dire oui, pour faire ça, il faut tant d'ingés. Qui sont les services RH pour dire non, je pense pas. En fin d'année, on voyait une armée de consultants arriver parce que c'était toujours mieux un consultant qui fout rien que de payer des impôts, en fait. L'économie de service permet ça. Mais pourquoi elle permet ça ? Parce qu'on fait de la marge. Est-ce que mon travail a du sens ? Pour moi, il aurait pu en avoir. C'est-à-dire que je faisais de l'analyse financière sur des projets à sortir dans 5 ans. Il aurait pu avoir du sens si on écoutait vraiment les analystes. En pratique, ça n'avait pas de sens parce qu'on ne les suivait jamais et que c'était juste des moyens d'appuyer des arguments. Vrai ou pas. Je parlais d'honnêteté intellectuelle. J'essayais de mettre beaucoup d'honnêteté intellectuelle dans mon travail. Et je crois que j'y suis arrivé. Donc pour ça, j'étais fier. Après, il y a eu tout le pan. C'était une boîte qui était dans des scandales de harcèlement, etc. Et là, l'honnêteté, pour moi, ça a été de monter des dossiers très précis sur tout ce que je voyais, etc. Et d'aller en discuter avec les RH et même de demander à ce qu'on forme les salariés à la communication non violente, au harcèlement, etc. Je ne l'ai jamais obtenu. Je me disais, ça a peut-être du sens parce que au moins ça fait bouger 2-3 personnes. Après, en pratique, encore une fois, on est complètement impuissant. Donc, c'est là qu'il y a eu une perte de sens. Pour moi, le bore-out, il peut se passer souvent dans des boîtes qui ont l'air très, très occupées, alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Et avec cette espèce de logique corporate un peu bizarre où en fait, on sait même plus pourquoi on travaille, quoi. Est-ce que le manque de créativité a joué dans mon sentiment de bore-out ? Il est possible que oui. Et en même temps, j'avais beaucoup de liberté, parce que en fait personne savait ce que je faisais. J'avais la liberté de créer des modèles mathématiques qui me permettaient de faire de la prédiction. J'avais quand même cet espace de création. Par contre, l'offrir aux autres, c'est quelque chose de magnifique, je trouve, et ça je pouvais pas le faire. Parce que, encore une fois, on était dans des trucs trop contingenté. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est-à-dire regarder mes potes autour de moi et dire mais vous avez pas l'impression qu'on fait n'importe quoi ? Vous avez pas l'impression qu'en fait on a été formé à une abstraction intellectuelle et du coup j'étais hyper cynique. Pour moi ça c'est un vrai signe qu'il y a un bore-out. Genre mais de toute façon on fait rien et puis de toute façon que je fasse ça ou pas, ça va rien changer, machin. Alors que peut-être que des fois c'est pas vrai. Peut-être qu'il y a des fois où on m'a proposé des choses que j'ai pas faites dans mon travail, même des choses cool. Un after work, un team building, même si tout me débecque là-dedans. Hein, mais après, quand on est blessé et qu'on est dans cette situation-là, on peut pas. Parce que ça, je l'ai compris plus tard, que c'était en train de m'arriver. Et la réalisation, elle se fait, pour moi, elle s'est faite avec un accompagnement thérapeutique et de professionnels. Enfin, mon employeur, c'est-à-dire la personne au-dessus de moi, était directeur commercial de cette entreprise-là de 20 000 personnes. Donc en fait, je suis le cadet de ses soucis, quoi. Il est à l'ancienne, quoi. Je peux même pas en parler. Je lui en parlerai, il me dirait, mais de quoi tu parles ? T'es bien payé, beaucoup plus que moi à ton âge. Je te laisse aller où tu veux, tu peux faire du télétravail, tu peux faire machin. Aucune envie de lui en parler. Enfin, la grande chance que j'ai eue dans mon enfance, que j'isole aujourd'hui, hein, c'est que mes parents ont tout perdu de mon vivant. Mes parents, ils avaient une situation extrêmement stable. Du jour au lendemain, j'avais 11 ans et ils ont tout perdu et ils se sont reconstruits. Et ils sont devenus boulangers tous les deux. Et j'ai pu constater de mes propres yeux qu'on peut se reconstruire et qu'on peut être heureux et qu'on peut, etc. Moi, faire tomber toutes les croyances qui étaient voilà, mais je me suis tapé 2 ans de prépa, puis 4 ans d'école, puis après j'ai fait des stages. Et là, j'ai un CDI dans une boîte hyper prestigieuse. Mamie, elle est contente parce qu'elle se dit enfin, mon petit-fils travaille à Paris. Faire le deuil de tout ça, ça n'a pas été compliqué pour moi. Parce qu'en fait, je sais que même si j'abandonne tout ça, même si c'est très dur, abandonner la reconnaissance sociale, le salaire, le confort de vie, c'est très dur. Mais aujourd'hui, je peux dire, au fond de moi, c'est ce qui m'a aidé à passer le pas. J'ai eu un exemple de toute la vie va bien aller. Pour moi, c'est exactement ce que je te disais sur le fait d'automatiser le taf de ma collègue. Et elle freine des cas de fer en me disant non, sinon je vais faire quoi ? C'est qu'elle n'était pas du tout prête à ne serait-ce que se rendre compte de la vacuité de son travail. Il y a ça aussi. La rhétorique d'être sous l'eau tout le temps. Tu vas à n'importe quelle machine à café de n'importe quelle grande boîte,
Tout le monde est sous l'eau. Et moi, j'étais trop honnête avec ça, je pense, tu vois. Ah non, moi je suis pas sous l'eau en fait. Quand il faisait un peu beau, j'étais là. Bon, moi je vais aller télétravailler à la terrasse du bar à côté là, si ça vous dérange pas. En fait, je foutais rien. Les collègues ils sortaient du travail, ils me voyaient. Ils étaient là, tu travailles pas? Je disais, mec, me mens pas, je connais ton taf. On travaille ensemble. Non plus, t'as pas de taf. T'inquiète, y a pas le supérieur au-dessus. Il est pas là à la terrasse, t'inquiète. Et eux, ils avaient peur, quoi. Donc non, on pouvait pas leur en parler. Si j'admets que j'ai pas tant de taf que ça, dans un milieu où c'est tellement à la mode d'être surchargé, là où moi je trouve que c'est une cata. Je crois que c'est la première fois que j'ai senti le temps qui passait, qui coulait comme un truc insaisissable, où je me suis dit, mais en fait, la vivacité que t'as aujourd'hui, tu vas pas la garder toute ta vie. Qu'est-ce que tu fous le cul collé sur une chaise, en fait? Qu'est-ce que tu fous là? Et une frustration, tu passes par quasi les étapes du deuil, en fait, de la colère, l'incompréhension, tu vois, le truc. Vraiment, t'es dans cette pente descendante où au début tu comprends pas, t'es là, oh, après t'es en colère, tu te dis, mais ouais, là le manager il veut que je reste là, machin et tout. Non, c'est pas lui, c'est le corporatisme dans lequel t'es, en fait. Et les Chinois ils disent, haïssez pas les joueurs, haïssez le jeu. Pour moi, le manager qui est au-dessus de moi, qui multiplie les pions qu'il a en dessous de lui pour augmenter son salaire, il faut pas le haïr. Faut haïr le jeu, en fait. C'est les règles du jeu qui sont mal faites. Mais du coup, tu développes de la colère contre lui et contre ses organisations et contre ce truc. Et t'as envie de tout casser. T'étais mal. Et quand j'ai démissionné, je suis arrivé avec un dossier monstrueux sur le truc sur la table des RH en mode, il y a ça qui va pas. Je me suis confronté à une réalité tragique qui était, mais tu t'es emballé, en fait. Bien sûr que tout ce que t'as dit, c'est vrai. Mais tout le monde s'en fout. Tu vas partir, on va te remplacer et tout va bien aller. Au-delà de ce que je ressentais, les impacts sur ma santé ont été multiples. Une prise de poids monstrueuse. Je faisais 25 kilos de plus qu'aujourd'hui, quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu l'administration d'antidépresseurs, les premiers moments où tu commences à prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques. Je me sentais incompris et tu vas tomber dans l'alcoolisme mondain, classique. Mais classique de tous ces tafs. Hein. C'est ça les impacts, en fait. Mais moi je le vois autour de moi tout le temps. Donc je suis juste un schéma qui s'est peut-être regardé dans le miroir à un moment, mais et je pense que c'est quand même très très fréquent de se tourner vers cette béquille chimique qu'est l'alcool, parce qu'elle est très acceptée, et que c'est un anxiolytique incroyablement efficace. C'est des périodes, je crois que je m'en rappelle même pas. Je suis dissocié, en fait. Après, je suis énervé. Consommation de sport à outrance, tu veux t'exploser, quoi, te faire du mal parce que t'es énervé, couplé à sortir 5 fois par semaine, et à faire des excès. Parce que énervement, tout ça, c'est une espèce de spirale destructrice, que toi tu vas surchauffer. Alors que tu t'ennuies énormément dans ton métier, tu vas surchauffer parce que c'est un trop plein d'émotions, jusqu'à ce que naturellement le corps fatigue, qu'on passe à la 3e phase qui est vraiment le déclin. Émotionnellement tu réponds plus, t'arrives plus à savoir si quelque chose te plaît ou te plaît pas, mais jusqu'à l'envie d'en finir, quoi, tu vois. Et chaque fois que je montais dans l'avion, je me disais j'aimerais bien qu'il tombe, quoi. Tu te sens, pour moi, dans une forme de détresse émotionnelle où la seule issue que tu vois, c'est que l'avion, il tombe, en fait. J'en parle aujourd'hui avec du détachement. Un gros SO à ma psy et à toutes les psys qui m'ont accompagné. Quand je faisais mes stages, moi, j'aime pas du tout d'un milieu où on a des thunes, en fait. Et du coup, je faisais des stages à Paris, etc. Et c'était compliqué. Et du coup, j'avais ma jolie casquette d'analyste financier la semaine. Et je faisais du remplissage de commandes le week-end chez Monoprix. Le remplissage de commandes chez Monoprix me donnait beaucoup plus de satisfaction parce que j'avais l'impression d'être utile. La mamie qui attendait son caddie avec du frais, du machin, etc., elle me faisait un grand sourire quand j'avais de mes mains mis son truc dedans et tout, et elle était contente, en fait. Qu'est-ce qui m'aurait empêché de le refaire? En fait, il n'y a pas de néant derrière. C'est une vision de l'esprit de se dire, oh là, mais si je quitte ce taf, est-ce que je vais retrouver mieux? Mais bien sûr que tu vas retrouver mieux. Il n'y a rien de mal à être mal à l'aise dans un système dysfonctionnel. Et je dis pas que le système entier est dysfonctionnel, je dis juste que si c'est cette entreprise-là qui vous fait vous sentir en bore-out, elle est dysfonctionnelle, c'est plutôt rassurant en vérité. C'est plutôt un bon signe de votre sanité d'esprit, enfin, le fait que vous cogitez bien. Moi, j'ai que des messages d'espoir sur ça. Que des messages d'espoir. franchement, le monde tend les bras à ceux qui osent se jeter dans le vide. Et parce que, en fait, quand tu te jettes dans le vide, tu te rends compte que des fois, il y a 50 cm. En fait. Et parfois, tu vas chuter longtemps. Ouais. Moi, j'ai chuté longtemps. Hein. En apparence, et c'est quelque chose dont je souffre, c'est qu'en apparence, je renvoie quelque chose de très confiant, de très solide, très même, enfin dans le business je parle, enfin dans le monde de l'entreprise, c'est en mode ce mec, en fait tu pourrais l'insulter, tu pourrais lui péter une jambe, il s'en fout, il avance. Non, c'est pas vrai. Je suis ultra sensible à tout ce qui m'entoure. Il fallait me voir au moment où j'étais au plus bas, où là il n'y avait plus personne. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place à ce moment-là quand on se sent dans cette situation? Pour moi, la première chose, c'est isoler les symptômes qui parle de ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est cynique par rapport au travail? Est-ce qu'on est tout le temps fatigué? Est-ce qu'on va au taf avec la boule au ventre? Est-ce qu'on arrive à se projeter dans ce métier? Est-ce qu'on est souvent critique par rapport à nos collègues? Tout ça, ça peut constituer des signes avant-coureurs d'un bore-out. Il faut en estimer l'intensité et couper au plus vite. Pour moi, il faut couper au plus vite, mais c'est pas facile. Une fois qu'on a fait ça,
il faut se poser sur ses besoins émotionnels en fait. J'ai choisi la meilleure façon de faire changer les choses, qui est de faire ma structure à moi, où finalement on peut essayer de changer les choses à notre échelle. Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans, j'habite à Paris. Ce que j'aime faire dans la vie, c'est créer. Et tant que je crée, en fait, je me sens bien. Je travaille dans la 3D, c'est vraiment ma passion. En fait, j'étais à une période de ma vie où je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais ce que j'aimais, mais je pensais pas que je pouvais vivre vraiment de ce que j'aimais. Je faisais des missions un peu à droite à gauche, mais j'avais pas de stabilité financière. Et à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que j'arrive à me trouver un CDI, en fait. Je voulais pas faire quelque chose qui me plaisait pas non plus. Et du coup, je me suis dit, j'aime bien les réseaux sociaux. Pourquoi je ferais pas community manager quelque part ? Et j'ai trouvé le poste. J'ai passé l'entretien, tout s'est très bien passé, ça me correspondait. J'ai vraiment montré à fond mon envie de créer, et c'est ce qui a plu à la personne qui m'a recrutée. J'entame ma période d'essai, et en fait, je me rends compte rapidement que, ok, il y a une réunion par semaine où on parle de comment on peut développer les réseaux sociaux de manière plus créative, etc. Mais bon, ça reste qu'une seule réunion par semaine, et en soi, ce qu'on dit dans cette réunion, c'est un peu du bullshit, quoi. Enfin, c'est vraiment histoire de faire une réunion, quoi. Et en fait, le reste du temps, je m'occupe de répondre à des commentaires sur les réseaux sociaux. On n'était pas hors sujet avec le titre de l'annonce à laquelle j'avais postulé, mais bon, quand même, répondre à des commentaires toute la journée, les journées paraissaient longues, quoi. Et donc j'ai commencé à m'ennuyer fort. Au début, c'était drôle. Mais bon, après, je me suis rendu compte que, en fait, rien que les pauses du midi, c'était pas une pause du midi de 30 minutes. C'était pas une pause de midi de 1 heure. C'était une pause du midi de 2 heures, où on avait le temps d'aller au parc, faire des pique-niques, mais tous les jours. Je m'étonne de moi-même, parce que j'avoue que parfois, j'aime bien rien faire. Mais là, c'était vraiment rien faire tout le temps, en fait. Et donc, la flamme que j'avais à l'intérieur de moi, elle commençait à s'éteindre de plus en plus, parce que c'était l'ennui total, et on aurait dit que les gens qui étaient avec moi, ça leur posait pas de problème. On aurait dit que ça les dérangeait pas de profiter du bon temps, d'arriver au travail à 9h, de prendre une pause café à 10h, de faire une pause midi de 11h30 à 13h30, voire 14h s'il faisait vraiment beau. Et après, une autre pause vers 15h, voilà, pour finir la journée à 17h. C'est vraiment une niche. En vrai, je peux pas me plaindre. Mais est-ce que vraiment ça anime au fond de moi quelque chose qui me rendait heureuse ? Non, pas du tout. Au contraire, ça me rendait malheureuse. J'avais l'impression d'être comme une enfant gâtée, qui avait sa planque, qui avait enfin son CDI parce qu'elle l'avait toujours rêvé. J'avais un salaire correct par rapport au travail que je fournissais. Mais en fait, j'étais de plus en plus sans vie, en fait. Et j'allais au travail, j'étais malheureuse, en fait, vraiment. Je me suis surtout rendu compte que je voulais travailler, mais pour de bon. En fait, je voulais me tuer à la tâche. Même si c'est pas pour gagner beaucoup plus, mais au moins pour me nourrir moi-même. Avant de faire ce job, j'imaginais quand même beaucoup plus de cerveau créatif, en fait, autour de moi, de projets. En plus, c'était pour une grosse boîte que tout le monde connaît. Et je pensais que ça allait fuser dans tous les sens, que j'allais pouvoir participer à des projets marketing intéressants, organiser des projets cool. Mais c'était pas du tout ça. Et en plus, pendant mon entretien, parce que j'ai passé 2 entretiens, et pendant mon entretien, les questions, c'était vraiment est-ce que tu connais des gens, par exemple dans l'influence ? J'étais oui, je connais des gens. Ok, sur les réseaux sociaux, comment tu es ? Est-ce que tu as un compte TikTok ? Est-ce que t'as beaucoup de followers et tout ? Et à l'époque, je faisais des vidéos un peu drôles. J'avais pas énormément de followers ni rien, mais je faisais un peu des vues, Enfin, en tout cas, j'en faisais assez pour prouver que je connaissais un peu les règles de TikTok. Donc ça leur a plu. Et donc, en fait, le fait qu'ils me posent toutes ces questions, je me suis dit, mais je réponds oui à toutes ces questions, en fait. Donc, c'est qu'en fait, je suis faite pour ce travail et ça va me plaire. Et
Et parce que c'est juste dans la continuité de ce que je fais dans ma vie actuelle. Le job, c'était vraiment de répondre avec des réponses automatiques en plus. Je devais choisir la réponse à donner aux clients pas contents ou contents qui commentaient nos posts sur les réseaux. L'ennui, je sais pas si je l'ai ressenti immédiatement parce que quand je suis arrivée dans la boîte, j'avais quand même cette excitation et cet espoir. Et puis en fait, au bout d'un moment, au bout d'un mois, je me réveillais et je faisais des crises d'angoisse. Je me disais, mais je me souviens, je me maquillais le matin comme ça, et je me disais, mais Manon, tu vas te faire chier toute la journée là ? Oh là là, mais je préfère être chez moi en fait, à me faire chier chez moi, à regarder la télé en fait. Parce que se faire chier et obligé de garder la face, sourire, être agréable, parce qu'en plus tu viens d'être embauché, alors bon, tu dois garder une face quoi. En fait, je faisais pas grand chose, donc je m'ennuyais de tout. Puisque je ne faisais quasiment rien. C'est-à-dire que tu restes assis à ta chaise. En fait, j'attendais les pauses avec impatience pour pouvoir me lever de ma chaise. Je trouvais pas forcément que mon travail avait du sens parce que j'étais juste une passerelle entre la plateforme sur laquelle le client pouvait se plaindre et la personne qui pouvait vraiment l'aider. C'est-à-dire que moi, je pouvais pas lui apporter de réponse claire. Tout ce que je pouvais lui dire, c'est « On est désolé, merci de contacter le nanana » ou « Merci pour ton commentaire, à bientôt ». Enfin voilà, c'était vraiment ce genre de réponse-là en fait. Donc je l'aidais d'un côté, mais bon, franchement, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ce job-là n'existerait pas en fait, je pense. Donc c'est vraiment un job rébarbatif et inutile, complètement inutile. Mais bon, je gagnais des sous, donc est-ce que j'avais le droit de me plaindre ? Je sais pas. Il y a eu un moment dans ces 2 mois où je me réveillais le matin et je faisais des crises d'angoisse. Où je me disais, mais Manon, aujourd'hui, tu vas vraiment te faire chier au travail. Ça allait pas du tout, en fait. Et vraiment, je faisais des crises d'angoisse où j'arrivais plus à respirer, où je me disais, mais tu te forces à aller à un endroit où t'as pas envie d'aller. Surtout quand on est jeune comme ça, on a envie de faire des choses, on a envie de vivre. Et donc, ça commençait à plus aller du tout et j'en ai parlé à mon copain et mon copain m'a dit écoute essaye de faire un petit effort quand même, c'est une planque et tout, jusqu'à un moment donné où j'avais plus du tout envie d'y aller et mon copain il m'a dit écoute, aujourd'hui n'y va pas, appelle un médecin, fais un arrêt maladie et prends ton temps, prends quelques jours pour toi et essaye de réfléchir si tu veux retourner là-bas ou complètement arrêter. Je prends rendez-vous avec le médecin. Et je me suis dit, mais comment je vais lui expliquer ça ? Comment je vais lui dire que Parce que pour moi, je faisais un burn-out. Parce que la chose qui me rendait hystérique, malheureuse, c'était mon travail. Donc pour moi, c'était un burn-out. Mais à la fois, quand il allait me dire « Mais qu'est-ce que vous faites comme travail ?» j'allais lui répondre quoi ? Que je réponds à des commentaires sur les réseaux sociaux. Et donc je lui ai dit tout ça. Et évidemment, il m'a dit, mais madame, vous pouvez pas demander un arrêt maladie parce que, il y a des gens qui font vraiment un travail très dur, qui ont des patrons qui les harcèlent limite et qui ont des bonnes raisons de pas vouloir aller au travail. Mais il m'a dit, moi, je vois pas en quoi je peux vous donner un arrêt maladie. Vous êtes pas malade. Vous êtes pas en détresse. Juste, votre travail ne vous plaît pas. Il comprenait pas, en fait, ce que j'avais. Je voulais pas en parler à mes employeurs, que ça me correspondait pas. En fait, c'est délicat de dire aux gens avec qui tu travailles, le travail qu'on fait tous les deux, c'est pas pour moi. Je trouve que c'est un peu dénigrant, tu vois. C'était des gens très gentils et qui m'avaient hyper bien accueilli et tout. Mais j'essayais de comprendre, en fait, comment eux, ils pouvaient continuer à vivre comme ça. Et qu'est-ce qu'ils avaient de différent de moi ? Qu'est-ce que j'avais pas, que eux, ils avaient ? C'est que je pense vraiment qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller au-delà. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir de l'argent à la fin du mois, d'avoir du temps pour eux et leur famille. Et c'est pas grave, mais c'est juste que moi, j'étais pas comme ça. Ça crée une grosse différence entre eux et moi. In fine, je suis partie et je me suis rendu compte que il fallait s'écouter, en fait. Vraiment, il faut tout le temps s'écouter. Et ma solution pour mettre fin à ce bore-out, non, c'était de partir, c'est aller vers quelque chose qui me ressemblait plus, même si
ça me demandait plus d'insécurité financière. C'est vrai que maintenant, j'ai pas de CDI. Mais je me suis jamais sentie aussi épanouie parce que, en fait, je fais tous les jours quelque chose qui me plaît. Voilà, c'est tout. Et je préfère vivre comme ça plutôt que de me mettre dans une planque qui ne me nourrit pas, qui m'éteint. Parce que le cerveau, il a besoin d'être stimulé, en fait. Bonjour, je m'appelle Yana, je suis d'origine georgienne, j'ai 31 ans. Je suis alternante RH en master dans les ressources humaines. J'ai fait plusieurs reconversions professionnelles. J'adore la couture, j'ai une petite entreprise qui s'appelle Armoire Éthique. Je suis d'une famille modeste qui a travaillé durement pour arriver à un minimum de confort dans sa vie. Alors, je suis venue à faire ce travail dans le cadre de mon apprentissage. Donc, j'étais, on va dire, dans mes obligations de devoir finir mon alternance. J'étais donc alternante et donc j'étais chargée de ressources humaines. Alors, pour moi, ce métier, avant de commencer à le faire, je l'imaginais vraiment beaucoup plus dans la bienveillance, dans le social, dans l'humain. En général, ce qu'on demande dans les ressources humaines, c'est plutôt les chiffres et on oublie un peu l'humain et on oublie que c'est ça qui compte et que c'est à partir du moment où on s'inquiète de nos collaborateurs et de leur bien-être que les gens ils ont envie de venir et de s'investir dans leur travail. Alors moi, j'ai choisi de faire cette alternance en RH parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur pour prendre soin des personnes quand ils sont dans le besoin, de faire attention aux gens qui sont mis de côté, qui sont sur le point de faire un burn-out et qu'on ne remarque pas. Effectivement, ça se passait super bien parce que j'ai été engagée par une personne avec qui ça a matché directement. Donc, malheureusement, cette personne est partie. Donc, suite à ça, j'ai eu beaucoup de choses à gérer. C'est-à-dire que je suis devenue responsable de plein de choses sans avoir le titre. Et à partir du moment où tu commences à prendre des responsabilités, c'est bien, c'est très bien, mais après, il faut savoir être reconnu. Et puis on revient un jour et puis on nous dit tu vas changer de poste, tu vas faire autre chose, et puis là ton travail perd un peu de sens parce que tu te rends compte que c'est pas possible. Je faisais plein de choses et aujourd'hui je m'attelle à une tâche qui est ennuyeuse, qui est pas du tout dans quoi je m'étais lancée. Et après, c'était de pire en pire. On te met dans un placard alors qu'à un moment donné, tu as su tout gérer. Et puis, tu te dis, ok, on n'a pas besoin de moi, donc je ne sers à rien, donc je suis pas reconnue, donc on commence un peu à baisser les bras. Après, moi, je suis quelqu'un qui essaye au quotidien de me donner à fond, donc de toujours me dépasser. Donc je demandais quand même du travail, mais je me rendais compte que même en demandant, en fait, c'était comme si, en fait, j'étais de trop. Enfin, je sentais qu'ils voulaient que je parte, mais bon, moi, je pouvais pas partir. Il fallait que je finisse mon alternance. Je m'étais engagée. Donc, j'ai serré les dents, sauf que c'était difficile. J'ai eu quelques arrêts, suite à mes dépressions multiples. Alors, selon moi, ils m'ont mis au placard parce que à partir du moment où, vous savez, on arrive dans une entreprise, au début, on se fait toute petit. Et puis, si on voit qu'on nous donne un peu de responsabilité, on prend ses responsabilités. Sauf qu'on n'est pas à notre place parce qu'on est alternant. À partir du moment où la personne qui est revenue pour prendre ses responsabilités, elle m'avait pas choisi, elle avait pas décidé de prendre une alternante, c'était quelqu'un d'autre. Donc c'était un peu, il fallait qu'on se mette d'accord. C'était compliqué. Moi, après, il y avait pas de souci, c'était ok qu'elle reprenne tout en main, mais il fallait m'inclure, qu'il fallait me donner des tâches et c'était pas du tout, elle voulait pas d'une alternante, quoi. Au bout d'un moment, moi aussi, j'avais un peu lâché prise. Effectivement, tu te démotives. J'ai 31 ans, donc c'est-à-dire que on peut pas me faire passer le balai dans un sens où, quand on a 19 ans, qu'on démarre, effectivement, on a plus tendance à accepter des petits boulots qui sont un peu ingrats. Et moi, disons que j'acceptais, mais plus ou moins. Avec tout ce que j'avais comme expérience dans d'autres boulots, c'était difficile aussi, de me parler comme ça.
Donc effectivement, la personne ne pouvait pas se permettre, donc frustrée de ne pas se permettre de me contrôler comme un enfant de 18 ans, ben, elle me met au placard et donc du coup elle me frustre à moi et donc ça me démotive. Donc elle attendait ce que je démissionne, que je parte en fait. Elle me dit mais tu peux partir en vrai, ça sert à rien que tu finisses ton alternance, tu peux quand même avoir ton diplôme. Et moi j'avais déjà commencé 3 mois avant, donc j'avais des mois en avance, mais non, pour moi il est hors de question, il fallait on va au bout des choses, quoi. Et c'est vrai que j'ai subi, à défaut donc de ma santé mentale et physique aussi, aujourd'hui je m'en rends compte, quoi. Mon travail avait du sens à partir du moment où je travaillais avec l'humain. Mais à partir du moment où on m'a mis au placard et que j'étais devant un ordinateur à faire des fichiers Excel, et donc dépression parce que je me retrouve devant un ordinateur 7 heures par jour et c'est pas possible, c'est pas le travail à quoi je m'attendais. Mais il faut en parler parce que si t'en parles pas, c'est difficile. Et moi notamment, c'est mon médecin, c'est à ce moment-là que j'arrivais à en parler, c'est avec mon médecin parce que en fait j'en parlais pas et puis je craquais chez le médecin et puis je me rendais compte qu'en fait j'étais au bord du burn-out, quoi. Alors oui, moi il a pris en considération le fait qu'on m'ait mis au placard et que oui effectivement c'est pas un burn-out dans le sens j'ai trop de choses à gérer donc je suis épuisée dans le travail. Non, c'est un ennui au travail qui fait qu'au bout d'un moment en fait quand on n'est pas considéré, qu'on est moqué, qu'on est seul, qu'on est sur un bureau devant un mur, que personne ne part de la journée, c'est difficile, 7 heures dans une journée où on n'est pas considéré à notre juste valeur, mais on sait qui on est, hein. Heureusement que il y a des gens quand même qui ont un minimum confiance en eux et qui se laissent pas détruire, mais franchement tu peux vite te faire détruire, quoi. Le médecin, bien sûr qu'il s'en rend compte et il voit très bien une dépression, vous savez, c'est pas que une charge physique, c'est une charge mentale et à partir du moment où tu as la charge mentale qui est épuisée, le médecin il le voit en fait. J'ai été arrêtée par le médecin, ouais. Vous savez quand vous arrivez chez le médecin et que vous avez le cœur qui commence à battre et que vous commencez à pleurer comme si vous avez 3 ans, on oublie en fait de se regarder, de s'écouter, on demande si ça va mais on n'attend pas la réponse et à la fin en fait tu joues un jeu et c'est ce qui s'est passé. À la fin tu joues un jeu, salut, ça va, merci, au revoir. Plein de fois ils m'ont fait culpabiliser, beaucoup de fois, oui. Ça m'est arrivé, d'avoir des coups de fil. J'ai besoin de ce dossier pendant que je suis en arrêt, alors que, voilà, normalement, dans la loi, on dérange pas une personne qui est en arrêt ou une personne qui est en vacances, on la dérange pas, quoi. Alors, les journées, en général, quand elles démarraient, je faisais en sorte que, en fait, je me levais plus tôt pour profiter de la maison avant d'y aller, en fait, pour essayer de m'apaiser. Bon, j'avais un petit jardin, donc ça me permettait de respirer un peu avant d'y aller. Donc là, avant de prendre le coup de stress, la ville, tout ça, plus le travail. Arriver, l'important c'était, limite d'éviter de croiser le regard des gens, dire bonjour, t'asseoir à ton bureau, faire ce qu'on t'a demandé et là, tu regardes l'heure tout le temps. Tu passes ta vie à regarder l'heure, à faire en sorte à te dire « Ah purée, là, ça fait 1/2 que j'ai pas regardé l'heure, c'est bien, ça va passer vite. » Et donc là, il te tarde, t'as qu'une envie, c'est que le temps passe. Il est là, il est 17h, tout est éteint, je pars. J'avais qu'une chose en tête, c'est rentrer chez moi et j'étais épuisée mentalement de n'avoir rien fait et donc du coup, je n'avais pas envie de faire des choses administratives encore. Donc c'est des choses que je me permettais de faire au travail. Je sais pas comment on sort de ça. Je sais pas, parce que je pense qu'il n'y a que en faisant un travail de passion, en fait, qu'on peut sortir de ça. Quelque chose qui nous anime. En fait, à partir du moment où tu es animé par ton travail réellement, tu sors de l'ennui. Je pense qu'il ne faut pas se contenter du peu ou du médiocre. On ne vit qu'une fois et il faut absolument le vivre à fond.